Imaginez entrer dans un monde où le temps s'arrête des gouffres géants cachés au Venezuela qui abritent des écosystèmes secrets, des îles farouchement gardées par des tribus ancestrales à sentinelles, Eninde, et des abysses si profonds qu'on les appelle la dernière frontière de la Terre. Ceci n'était que le début d'une exploration des lieux reculés et préservés qui défient les limites de l'aventure humaine. Êtes-vous prêt, Kharatatr? Êtes-vous prêt à embarquer pour un voyage vers les endroits les plus inaccessibles et isolés sur Terre. Des lieux si reculés qu'il n'y a pas de retour possible. Au sud du Venezuela, dissimulé au cœur d'une forêt tropicale dense, se dresse le mont Sarisariñama, une formation massive au sommet plat qui s'élève de manière spectaculaire au-dessus de la jungle. Ces falaises abruptes et vierges semblent avoir été façonnées par la nature elle-même pour décourager les intrus. Depuis des générations, le peuple indigène Yekwana vénère cette montagne sacrée, la considérant comme la demeure des esprits de leurs ancêtres. Mais pour le monde extérieur, Sarisariñama n'était guère plus qu'un mythe jusqu'aux années 1970. C'est alors que, lors d'un survol aérien, des scientifiques vénézuéliens ont remarqué quelque chose de remarquable. Le sommet de la montagne était percé de gouffres immenses, certains mesurant plus de 300 mètres de large et de profondeur béant dans le terrain rocheux. Intrigués, ils se sont aventurés à travers la jungle dense, l'air humide et les falaises escarpées pour enquêter. Ces gouffres, appelés Timas, étaient bien plus que de simples cratères vides. Chacun abritait un écosystème unique, foisonnant de formes de vie adaptées à l'ombre fraîche et humide. Y pénétrer donnait l'impression d'entrer dans un monde caché, avec ses propres plantes, animaux et même des microclimats aux températures. À l'humidité et aux précipitations distinctes, les scientifiques essaient à captiver. Comment ces écosystèmes isolés s'étaient-ils développés? Les espèces qu'ils renfermaient pouvaient-elles révéler des informations sur des environnements anciens? À chaque découverte, les mystères de Sarisariñama ne faisaient que s'épaissir, attirant chercheurs et aventuriers désireux de percer les secrets de cette montagne énigmatique. Vous êtes-vous déjà demandé quels secrets se cachent dans des endroits comme le mont Sarisariñama? Selon vous, que pourrait-il se tapir dans ces gouffres inviolés? Partagez vos idées dans les commentaires. La fureur des volcans et la puissance de l'océan s'affrontent dans une danse primordiale, créant deux des avant-postes les plus sauvages de la Terre, l'île Heard et les îles McDonald. Rares sont ceux qui les ont vus de près. Et encore plus rares sont ceux qui ont osé poser le pied sur leur rivage. L'île Heard s'élève de l'océan telle une forteresse naturelle, ses sommets enneigés atteignant près de 3000 mètres, couronnés par le puissant pic Mawson. Ce sommet abrite l'un des deux seuls volcans actifs d'Australie, apportant vie et chaleur à un paysage autrement gelé et silencieux. Des rivières de lave durcie traversent les glaciers et la toundra, tandis que des vagues incessantes martèlent la côte rocheuse. Projetant une brume glacée dans les airs, ici, la vie endure les dures conditions de la nature, avec des mousses résistantes et une faune rare mais robuste manchot. Phoques et oiseaux marins s'accrochant à ces rivages austères comme un témoignage de survie à 42 km à l'ouest, l'île McDonald se dresse comme la petite sœur plus froide de Heard. Principalement composée de roches nues et de glace, elle est souvent enveloppée de brume, la végétation y est absente. Mais les oiseaux marins tournoient au-dessus et les phoques trouvent refuge le long de ses côtes. Autrefois considérée comme endormie, l'activité volcanique de l'île McDonald a repris de manière inattendue dans les années 1990, remodelant sa côte accidentée et nous rappelant la puissance qui sommeille en son sein. À la pointe la plus septentrionale de l'Australie, là où la Terre rencontre le détroit de Torres, se trouve la péninsule du Cap York, une frontière sauvage et indomptée de vastes savanes, de forêts tropicales denses et de mangroves tentaculaires. Ici, la nature reste intacte, préservée par les communautés autochtones dont le lien avec cette terre remonte à plus de 40 000 ans. Le peuple Kukuyalanji, qui prospère le long des côtes occidentales du Cap York depuis des siècles, partage un lien profond avec la terre et la mer. Grâce à une collecte et une pêche durables, ils protègent l'écosystème.
honorant des traditions qui s'harmonisent avec l'environnement. La nature sauvage du Cap York est unique. Avec plus de 3000 espèces de plantes, y compris des fougères anciennes et la rare orchidée dorée et une faune rare comme l'insaisissable kangourou arboricole et le redoutable crocodile marin. Chacun adapté à cet écosystème isolé, ce paradis reculé présente les paysages les plus saisissants d'Australie. Dans la chaîne de l'Iron Range, des pics escarpés dominent les forêts tropicales, offrant des vues panoramiques sur une nature sauvage et intacte. À l'est, les eaux cristallines de la Grande Barrière de corail rencontrent les rivages du Cap York, créant un contraste saisissant entre la jungle et le corail. Cependant, atteindre cette extrémité nord est un défi. Les routes non pavées et les inondations saisonnières mettent à l'épreuve même les explorateurs les plus déterminés. Dispersés sur notre planète se trouvent des lieux mystérieux et reculés presque incroyables, cachés au cœur des paysages accidentés du Tibet. En Chine, se trouve une structure naturelle imposante qui toucherait les nuages, une destination si redoutable que peu osent s'en approcher. Avant de vous en révéler la raison, si vous pouvez m'aider d'une quelconque manière, prenez juste 10 secondes pour activer la cloche de notification et vous abonner. Cela aide énormément cette chaîne. Et si vous le faites, je ferai tout mon possible pour rendre cette émission encore meilleure pour vous. Marché conclu. Haut dans les montagnes nimbées de brume de l'est du Tibet se trouve une vallée cachée. Imprégnée de légendes et de mystiques, le comté de Médoc. Connu des habitants comme le lotus caché, ici, on dit que la frontière entre le monde physique et le monde spirituel s'estompe, offrant un aperçu d'un royaume sacré où la nature et le divin sont profondément liés. Pendant des siècles, cette vallée isolée est restée à l'écart du monde moderne. Son isolement était si complet que la première route pavée menant à Médoc n'a été achevée qu'en 2013, la reliant enfin au monde extérieur. Se rendre à Médoc n'est pas pour les âmes sensibles. Le voyage exige de traverser des cols de montagnes périlleux et de franchir des ponts suspendus précaires qui se balancent au-dessus de rivières rugissantes. Ceux qui persévèrent sont récompensés par un paysage intact de forêts denses, de cascades et de falaises imposantes enveloppées de nuages. La vallée abrite plus de 2000 espèces de plantes uniques et des oiseaux rares et colorés comme le tragopan de Temminck iridescent et l'insaisissable trogon de Ward. Au-delà de ces merveilles naturelles, Médoc revêt une profonde signification spirituelle dans le bouddhisme tibétain. Selon la légende, le Bouddha lui-même aurait béni cette vallée comme un sanctuaire pour les chercheurs d'éveil. Si vous pouviez voyager dans cette vallée tibétaine cachée, qu'espéreriez-vous y découvrir ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Dans l'Atlantique Sud, une île volcanique isolée surgit de la mer, Tristan da Cunha, connue comme l'île habitée la plus isolée de la Terre, abritant environ 250 personnes. Cet endroit sauvage se trouve à près de 2700 km de l'Afrique du Sud, où la survie est une lutte constante contre les forces brutes de la nature et où les commodités de la vie moderne semblent lointaines. Atteindre Tristan nécessite un voyage d'une semaine à travers certaines des mers les plus agitées du monde. À leur arrivée, les visiteurs se retrouvent entourés de falaises imposantes, de vallées luxuriantes et d'eau claire et riche en vie marine. La côte rocheuse de l'île est sans cesse battue par les vagues, avec un brouillard fréquent et des vents puissants. Cet éloignement a préservé un écosystème unique, l'albatros de Tristan. Avec son envergure impressionnante approchant les 3,30 m, plane au-dessus de l'océan. Tandis que sous les vagues, la langouste de Tristan prospère un mets local prisé. Pêchée de manière durable par les insulaires, l'isolement a protégé ces espèces de nombreux dangers auxquels la faune est confrontée ailleurs. Comme l'a dit James L., voyageur d'aventure et photographe débarqué à Tristan. C'était comme remonter le temps. L'île est sauvage et brute, avec des falaises qui s'élèvent brusquement de la mer et un temps qui change en un clin d'œil. Tiartney, je me souviens d'être debout sur le rivage, à regarder les vagues s'écraser contre les rochers, avec le sentiment d'avoir atteint le bout du monde. La vie à Tristan est difficile et imprévisible. Marquée par des tempêtes soudaines et un brouillard dense, la communauté soudée et résiliente de l'île
descendante des colons du XIXe siècle, compte sur l'autosuffisance. L'agriculture. La pêche et l'entraide pour maintenir un mode de vie qui est resté en grande partie inchangé au fil des ans. Surnommée la plus grande grotte du monde, au cœur des jungles du parc national de Phong Nha-Ke Bang au Vietnam, se trouve Hang Son Doong, s'étendant sur plus de 5 kilomètres. Avec des plafonds atteignant jusqu'à 200 mètres de haut et des largeurs approchant les 150 mètres, cette caverne colossale pourrait contenir des gratte-ciel entiers. Découverte par un fermier local, Hokhan, en 1991, mais explorée seulement en 2009 par une équipe britannique dirigée par Howard Limber. Hang Son Doong révèle un paysage surréaliste en son sein. Des forêts anciennes de stalagmites imposantes, des rivières théliers souterraines et des chambres remplies de brume, sculptées par des siècles de précipitations, créent un écosystème intact. L'une des caractéristiques les plus uniques de la grotte est son propre système météorologique, alimenté par la lumière du soleil qui pénètre à travers d'immenses dolines au plafond. Ces puits de lumière naturelle permettent à des plantes et des arbres rares de s'épanouir dans des poches de jungle isolées, où les scientifiques ont découvert des espèces uniques à ce monde caché. Seules quelques centaines de visiteurs chaque année bravent la jungle dense, les rivières souterraines et le terrain rocheux pour atteindre ces profondeurs, découvrant un monde caché et intemporel où l'air humide porte l'odeur de la pierre ancienne. En tant que plus grande île inhabitée du monde, ces conditions extrêmes des températures chutant jusqu'à moins 50 degrés Celsius et des vents incessants en font le terrain d'essai idéal pour les missions martiennes de la NASA. Dans l'Arctique canadien reculé, l'île Devon s'étend sur plus de 55 000 km², son paysage rocheux et gelé lui valant le titre de Mars sur Terre. Au cœur de Devon se trouve le cratère d'impact de Houghton. Une cicatrice de 23 km de large laissée par une météorite il y a près de 39 millions d'années. Depuis 1997, le projet Houghton Mars de la NASA utilise ce terrain aux allures extraterrestres pour tester des rovers, des combinaisons spatiales et des équipements de survie pour Mars. Ici, les astronautes vivent et travaillent dans l'isolement, expérimentant la solitude intense et les défis environnementaux qu'ils pourraient rencontrer sur la planète rouge, du test des rovers martiens sur un terrain accidenté à l'étude de microbes arctiques résistants. Les scientifiques utilisent Devon pour préparer la prochaine frontière de l'humanité, c'est ce qui se rapproche le plus de Mars sur Terre. Imaginez une île où le temps s'est arrêté, épargnée par la modernité et farouchement gardée par ses habitants, l'île de North Sentinel, une petite terre isolée de 80 km² dans le golfe du Bengale, abrite l'une des dernières sociétés non contactées de la Terre, le peuple Sentinelle. Depuis environ 60 000 ans, ils vivent dans un isolement complet, rejetant tout contact extérieur pour protéger leur mode de vie ancestral. Les sentinelles défendent leur île avec une détermination inébranlable, et on sait peu de choses sur leur langue. Leur culture ou leurs croyances, le gouvernement indien a déclaré North Sentinel zone interdite, respectant le désir d'intimité de la tribu. Les estimations suggèrent que la population se situe entre 50 et 400 personnes, bien que le nombre exact reste inconnu, en 2018. Poussé par la curiosité pour l'île de North Sentinel, le missionnaire américain John Allen Cho a tenté d'entrer en contact avec la tribu indigène de l'île, un choix qui a malheureusement conduit à son décès. À ce jour, l'île de North Sentinel reste une énigme. En novembre 1963, une éruption volcanique sous les eaux glacées au sud de l'Islande a créé une nouvelle île Surtsey, nommée d'après le géant du feu nordique. Surtr. Cette masse de terre d'1,3 km² a émergé comme une étendue stérile de cendres et de lave, isolée et vierge de toute vie. Les scientifiques y ont vu une opportunité unique, une chance d'étudier un écosystème évoluant entièrement à partir de zéro. Dès ses premiers instants au-dessus de l'eau, Surtsey est devenu un laboratoire naturel. Des graines transportées par le vent et la mer ont commencé à prendre racine dans le sol volcanique, suivies par des plantes résistantes comme les mousses et les herbes. Des insectes sont arrivés.
Des oiseaux marins ont niché le long de ces falaises. Et même un plant de tomates a mystérieusement poussé, probablement apporté par un visiteur. Pour protéger cette expérience rare, Surtsey a été désignée réserve naturelle. Accessible uniquement à un petit groupe de scientifiques, garantissant que son écosystème puisse se développer sans interférence humaine, des décennies plus tard, les falaises de Surtsey abritent des milliers de macareux, de goélands et de pétrels, prospérant dans un lieu où la vie s'adapte continuellement à un paysage volcanique accidenté. Dans le nord-est de l'Éthiopie, la dépression de Danakil est un paysage si extrême qu'il semble d'un autre monde, l'un des endroits les plus chauds de la Terre. Il atteint régulièrement plus de 48 degrés Celsius et se situe à 125 mètres sous le niveau de la mer. Le point le plus bas d'Afrique, ici. Des plaines de sel s'étendent à l'infini, d'un blanc éclatant sous le soleil intense, où des mineurs récoltent cette précieuse ressource malgré les conditions difficiles. À proximité, des sources sulfureuses jaillissent dans des teintes vives de jaune et de vert, contrastant avec le sol sombre, tandis que des lacs de lave bouillonnent et s'agitent, exposant la puissante énergie volcanique de la Terre. Ce qui étonne vraiment les scientifiques, cependant, c'est la vie qui prospère dans cet environnement apparemment inhospitalier. Dans les sources chaudes et les bassins riches en minéraux, des micro-organismes connus sous le nom d'extrémophiles fleurissent, supportant des niveaux de chaleur et d'acidité qui seraient en fatale à la plupart des formes de vie sur la planète. Dans le lointain Pacifique Sud se trouvent les mystérieuses îles Pitcairn, un territoire britannique abritant l'une des communautés les plus isolées du monde. Avec seulement 50 habitants, ces hommes et femmes tirent leurs origines de la célèbre mutinerie de 1789 à bord du HMS Bounty, une histoire de défi et de survie qui a captivé l'histoire. La saga a commencé lorsque Fletcher Christian et un groupe de marins ont pris la décision audacieuse de laisser le capitaine William Bligh à la dérive. Ils ont navigué jusqu'à Tahiti pour se ravitailler et trouver des compagnons, puis ont mis le cap sur le Pacifique, s'installant finalement sur la petite île de Pitcairn pour créer une nouvelle vie loin de l'autorité britannique. Pendant des générations, ses descendants ont vécu dans l'isolement, bâtissant une communauté autosuffisante sur l'île accidentée. Leur population a atteint un pic de 233 habitants dans les années 1930, mais a connu des difficultés au cours des dernières décennies, y compris des défis importants pour la vie amoureuse de la communauté au début des années 2000. Aujourd'hui, la petite population résiliente de Pitcairn préserve son héritage culturel par la pêche, l'artisanat et l'accueil de voyageurs curieux attirés par son riche passé maritime. Au large de la côte de São Paulo, au Brésil, se trouve Ilha da Queimada Grande, ou l'île aux serpents, l'un des endroits les plus dangereux et mystérieux de la Terre. Cette petite île, d'un peu plus de 40 hectares, abrite une population dense de vipères fer-de-lance dorés, parmi les serpents les plus venimeux du monde, que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Les estimations suggèrent qu'entre 2000 et 4000 vipères habitent l'île, prospérant sans prédateurs naturels et se nourrissant d'oiseaux migrateurs. En raison de ces risques, le gouvernement brésilien a déclaré l'île zone interdite, limitant l'accès à quelques chercheurs qui étudient ces serpents remarquables. Les légendes locales renforcent la réputation mystérieuse de l'île. Au début des années 1900, une histoire a émergé à propos d'un gardien de phare et de sa famille qui auraient rencontré des serpents mortels près de leur maison. De tels récits de rencontres dangereuses ont alimenté la mystique de l'île. Au cœur de la forêt amazonienne se trouve la vallée de Javari, un vaste sanctuaire de 85 000 km², un royaume épargné par la civilisation moderne. Cette région est l'une des dernières sur Terre où des tribus non contactées, protégées par la forêt dense, maintiennent leur mode de vie ancestral, choisissant l'isolement plutôt que l'empiètement du monde extérieur. Pendant des siècles, les tribus de la vallée de Javari ont vécu en harmonie avec la forêt, dépendant de ses ressources pour leur nourriture, leur abri et leur subsistance spirituelle. Ces communautés sont des maîtres chasseurs et cueilleurs.
Utilisant des arcs et des flèches pour attraper du gibier sauvage et cueillir des plantes qui prospèrent dans le riche sol amazonien, se déplaçant à travers la canopée épaisse, ils s'appuient sur des connaissances traditionnelles, guidées par les étoiles et les rythmes naturels de la jungle. Cependant, l'isolement de la vallée de Javari est confronté à de nouveaux défis. L'intérêt croissant des bûcherons, des mineurs et des braconniers a mis sous pression ces terres protégées, riches en bois, en minéraux et en faune unique. Les communautés autochtones de la région travaillent d'arrache-pied pour protéger leur territoire, là et leur patrimoine culturel. Dans les vastes eaux sombres de l'océan Pacifique se trouve un abîme si profond qu'il pourrait engloutir le mont Everest en entier, la fosse des Mariannes. À plus de 11 000 mètres de profondeur, cette fosse est le point le plus profond connu sur Terre, où la pression est si immense que c'est comme si l'on faisait tenir en équilibre 50 gros porteurs sur le bout d'un seul doigt. Cette cicatrice en forme de croissant s'étend sur des centaines de kilomètres dans ce monde presque extraterrestre. La lumière du soleil n'atteint jamais le fond de l'océan, et la pression de l'eau est extrême. Des organismes unicellulaires géants appelés xénophyophores rampent sur le fond de la fosse, tandis que des poissons limaces des Mariannes translucides nagent dans l'obscurité d'encre. Au niveau des cheminées hydrothermales qui bordent les parois de la fosse, des microbes uniques supportent des températures brûlantes. Survivant là où peu d'autres le pourraient, descendre dans la fosse des Mariannes exige plus qu'un équipement spécialisé. Cela demande un courage inébranlable. Seuls quelques privilégiés se sont aventurés dans ces profondeurs, affrontant une pression inimaginable et une obscurité absolue pour être les témoins de l'une des dernières frontières de la Terre, en 2012. Le cinéaste James Cameron est entré dans l'histoire en devenant la première personne à atteindre le point le plus profond de la fosse en plongée solo. Son submersible spécialement conçu a capturé des images rares, révélant un paysage qui semblait plus extraterrestre que terrestre, un lieu épargné par le temps et l'influence humaine. Dans le vaste Pacifique Sud se trouve l'île Palmerston, un petit atoll corallien des îles Cook. Abritant seulement 58 personnes, cette île isolée détient un héritage génétique rare, car chaque résident peut retracer son ascendance jusqu'à un seul homme, William Masters, un Anglais arrivé en 1863 avec 3 épouses polynésiennes. Ensemble, ils ont eu 23 enfants. Et aujourd'hui, presque tous les insulaires sont les descendants directs de Masters. Créant une communauté exceptionnellement soudée, la vie à Palmerston est un aperçu du passé. Il n'y a ni voiture, ni magazines, ni eau courante. Les résidents comptent sur l'agriculture, la pêche et un unique téléphone satellite pour communiquer avec l'extérieur. Un navire de ravitaillement n'arrive que 2 fois par an avec les produits de première nécessité, préservant le mode de vie unique de l'île. Les liens communautaires sont profonds ici. Les familles travaillant ensemble pour subvenir aux besoins de l'île et transmettant les histoires de génération en génération, malgré leur isolement, les habitants de Palmerston accueillent chaleureusement les rares visiteurs, partageant les récits de leur héritage dans un lieu presque intact par la modernité. Sur la côte accidentée des îles Aléoutiennes, où le Pacifique rencontre la mer de Bering, se trouve l'île d'Adak connue comme le berceau des vents, sans arbres et balayée par les vents. Adak est la ville la plus à l'ouest des États-Unis et l'un des avant-postes les plus reculés du pays. Son climat unique et imprévisible apporte des vents puissants, des pluies fréquentes et un brouillard dense qui peut rapidement envelopper sa côte rocheuse d'une couche de mystère. Au XXe siècle, Adak revêtait une importance stratégique pour les États-Unis, servant de base militaire essentielle pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Cet avant-poste isolé abritait une base aéronavale animée avec plus de 6000 personnes et des installations comme des écoles, des églises et même un théâtre formant une communauté à la lisière des défenses de l'Amérique. Après la guerre froide, l'utilité d'Adak a diminué. La base militaire a fermé en 1997, laissant l'île avec une fraction de sa population d'origine. Aujourd'hui, une centaine d'habitants y demeurent, embrassant une vie de solitude et de résilience au milieu des éléments naturels de l'île. Ceux qui restent vivent un mode de vie rare,
où la nature reprend progressivement ses droits sur le paysage et où la paix et la tranquillité règnent en maître. Sur la frontière glacée de l'île du Roi George en Antarctique se trouve Villa Las Estrellas, l'une des communautés les plus reculées du monde. Établi par le Chili en 1984, ce minuscule village abrite des scientifiques, du personnel militaire et leurs familles, l'un des 2 seuls avant-postes civils sur tout le continent. Les résidents ici endurent des conditions extrêmes, des températures chutant jusqu'à -89 degrés Celsius et des vents pouvant dépasser les 320 km/h, des bâtiments aux couleurs vives, comprenant une école, un bureau de poste et un petit hôpital, se détachant sur le paysage enneigé. Construit pour résister au climat antarctique implacable, la vie à Villa Las Estrellas est une épreuve de résilience. L'hiver apporte des mois d'obscurité totale, augmentant les risques d'engelure et la tension mentale de l'isolement. Les provisions n'arrivent que quelques fois par an, et il n'y a pas de connexion facile avec le monde extérieur. Ici, la survie dépend d'une communauté soudée. Chaque jour prouvant leur force dans l'une des dernières véritables frontières de la Terre. Dans la nature sauvage du nord-est de l'Australie, le Cap Melville est un monde caché, préservé du temps. Cette péninsule reculée, bordant la grande barrière de corail, est enveloppée d'une forêt tropicale dense et dominée par d'imposants blocs de granit, créant un paysage isolé qui a conservé ses secrets pendant des siècles. Accessible uniquement aux plus audacieux, le Cap Melville abrite un écosystème unique et des espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur Terre. Des expéditions récentes ont révélé certaines des merveilles cachées du Cap Melville, notamment 3 reptiles uniques adaptés à cet environnement difficile. Le gecko à queue foliacée du Cap Melville, avec de grands yeux adaptés à la nuit et une queue parfaitement camouflée, se fond parfaitement dans le paysage rocheux. Le 5 ombragé du Cap Melville. Un petit lézard à la queue d'un bleu saisissant, file à travers les ombres. Et la grenouille des rochers tachetés, un amphibien rare, n'émerge que pendant la saison des pluies, trouvant refuge dans de profondes crevasses rocheuses pour échapper à la chaleur. Le paysage lui-même est un défi redoutable, avec des blocs de pierre massifs et instables et un sous-bois dense qui mettent à l'épreuve même les aventuriers chevronnés. Mais ceux qui persévèrent entrevoient un écosystème ancien, où les espèces ont évolué dans un isolement complet. S'élevant des forêts luxuriantes du nord du Mozambique, le mont Namouli est le lieu où la science et l'aventure se rencontrent dans l'une des dernières frontières de l'Afrique. À près de 2400 mètres d'altitude, Namouli est le 2e plus haut sommet du Mozambique, un monolithe de granit au sommet nimbé de brume et aux pentes escarpées qui est resté caché et largement inexploré pendant des siècles. Enveloppé de légendes locales, des expéditions récentes ont commencé à révéler les secrets de Namouli. Son élévation spectaculaire de la forêt tropicale au sommet rocheux crée des habitats diversifiés qui abritent des espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Plus bas, les forêts tropicales denses résonnent des chants d'oiseaux et des petits mammifères, tandis que plus haut, les prairies et les affleurements rocheux accueillant des plantes rares dans des sols minces et pauvres en nutriments. La biodiversité de Namouli offre aux scientifiques un aperçu rare d'un écosystème ancien et isolé. Chaque altitude révèle un monde différent. Des invertébrés cachés aux oiseaux majestueux planant au-dessus. Le terrain accidenté de la montagne et son climat imprévisible font de chaque pas une expérience durement gagnée, mais les récompenses des panoramas verdoyants, une faune rare et un écosystème ancien préservé du temps sont inoubliables. À plus de 5000 mètres d'altitude dans les Andes péruviennes se trouve la Rinconada. L'établissement permanent le plus haut de la Terre, cette ville minière accidentée s'accroche au flanc d'une montagne, au-dessus d'une mine d'or riche mais dangereuse. Ici, 50 000 habitants font face à des conditions brutales, un air raréfié en oxygène que même les alpinistes chevronnés ont du mal à supporter, de l'eau contaminée et des rues jonchées de déchets. La Rinconada témoigne de la résilience humaine et de la quête incessante de fortune, offrant un aperçu saisissant des extrêmes de la survie et du sacrifice pour une lueur d'or. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui,
N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment même. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous pour nous dire quel prochain pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.